capable de recommencer. Mais justement, c'est aussi le fait qu'on va presque parier sur sa récidive. C'est ça la dangerosité. La dangerosité, on dirait qu'il est dangereux. S'il est dangereux, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il a les, pour simplifier, les germes de la récidive. Il a quelque part dans son état d'esprit, ou l'a-t-il prouvé par toutes les récidives qu'il a commises par exemple par le passé, qu'il n'y a pas de raison a priori pour qu'il ne recommence pas. Voilà. Donc on parie sur la récidive. Donc quelque part on admet implicitement que on va le condamner ou ne pas le laisser sortir s'il est condamné parce qu'il risque de recommencer. Donc on demande à un psychiatre de faire le contraire de ce que le système interdit. C'est ça. Bon, et donc, fort de cela, je crois qu'il faut plus réfléchir à raison garder sur la mission d'un psychiatre, consistant déjà à évaluer ce qu'il doit évaluer au moment où il évalue. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que dans la mission-là, on devrait déjà dire évaluez-moi ce type, et uniquement ce type au moment où vous le voyez. Pas dans ce qu'il pourrait faire après, pas dans ce qu'il a fait avant. C'est au moment où vous le voyez. C'est le seul moment, en fait, où vous l'avez apprécié, ce monsieur. Vous n'êtes pas nombre par le passé, vous ne savez pas vraiment ce qu'il a fait. Et je dirais même, pour information générale, que le psychiatre ou le psychologue ne va pas prendre en considération, la plupart du temps, les actes qu'il a commis au moment des faits qui lui sont reprochés. Il va juste apprécier ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il analyse, ce qu'il diagnostique en face de lui. Vous n'aimez pas dire revenir ce qui s'est passé, il ne va pas revenir sur ce qui voilà, parce qu'il était pas, il juge juste la personne qui est en face de lui. Ça, il est capable de le faire. Oui, si c'est un bon médecin psychiatre, un bon psychologue, etc. Quels sont les autres? Donc déjà, dans les missions, on devrait recentrer son travail à ces experts-là pour ne pas trop parler du passé et ne pas trop parler de l'avenir et de parier sur. Voilà, c'est ça, déjà. Et ensuite, je crois, par contre, qu'on devrait rajouter à ces expertises soit de la psychocriminologie, soit de la psychiatrie criminelle, soit de la criminologie clinique, peu importe comment on l'appelle, qui a pour objet de multiplier les diagnostics ou les outils de diagnostic afin de donner avec plus de précision et de sûreté, de fiabilité, ce qu'il est. Toujours au moment où on le voit. Mais aussi, parce qu'on a quand même des choses qui sont actées, ses antécédents, si on a en matière psychologique en particulier, anamnèse, biographie, tout ça, on voit quand même d'où il vient et ce qu'il a fait réellement. On peut revenir sur le passé, parce que là, il y aurait une mission disant, mais expliquez-moi qui il est aujourd'hui, en fonction aussi de comment il est devenu. Ça, c'est objectif. En tout cas, ça va être acté par un certain nombre d'informations qu'on pourra rapporter de manière plus objectivée. Pas l'avenir, ça c'est autre chose. Mais voilà, et donc dans l'aspect criminologique, si on a un vrai antisocial, enfin, si vraiment voilà, on avait une exercice criminologique digne de ce nom, on n'a pas besoin d'attendre 10, 15, 20 agressions multipliées devant là pour prendre en considération que ce n'est pas un délit qu'on doit lui reprocher, c'est déjà un délit avec circonstances aggravantes, c'est déjà un crime peut-être au bout de ses deuxième et troisième actes, puisque qualifié comme tel, et que la peine doit être plus sûre, en tout cas la protection de la société doit être plus sûre, parce qu'on l'a diagnostiqué plus tôt, parce qu'on l'a diagnostiqué plus précisément, parce qu'on a pris conséquence vraiment de ce qu'il est plus réaliste, plus pragmatique, pour adapter le traitement pénitentiaire ou sociologique à son cas. La protection de la société. Et c'est là où il y a un vrai encore travail à faire, et que le discours que je tiens aujourd'hui, je l'ai tenu il y a 20 ans. Ça n'a pas beaucoup changé, je vous le dis tout de suite, hein, en France. Et je pense que lui aussi, ayant son travail depuis un certain temps, peut observer que les pratiques judiciaires, ou la manière dont ça se passe il y a 20 ans et aujourd'hui, sont globalement les mêmes. On en est toujours dans des rituels. Un petit peu, ça a un petit peu évolué. Un petit peu. Le terme dangerosité criminologique commence à faire son apparition. Tant mieux, mais voilà, donc, qu'est-ce qu'on met en face? Voilà. Très bonne question. C'est-à-dire que il partira en régime pénitentiaire général. Et puis, alors,
Donc normalement, l'abolition de discernement, absence de responsabilité pénale, aucune peine ne peut être prononcée. Bon, ça ne veut pas dire pour le relâche dans la nature. Évidemment, en général, les discernements abolis, c'est direction de la psychiatrie. Et ce qu'on appelle les UMD, en général, pour les sujets les plus dangereux, c'est-à-dire les unités pour malades difficiles, où là, il y a une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge. Et donc, on peut d'ailleurs dire, d'ailleurs, c'est ce que disait Berton et Delarue lors du procès Moitoiret, quand il plaidait la folie, il voulait le placement en UMD, il disait on prône quelque chose qui est pire, finalement, que la prison, parce que les UMD, en général, il y a le cimetière à côté qui a les patients, il y a le cimetière à côté où il y a pas mal de patients, qui en sont sortis pour aller directement là-bas. Il y a un cas de quelqu'un qui est passé de l'UMD à la psychiatrie générale en 2010, c'est Alain Lamarre. Enfin, ça fait quand même bien une bonne quarantaine d'années qu'il... Alain Lamarre, le gendarme qui enquêtait sur ses propres crimes. C'était une belle méthode. Mais je pense que dans tout ça, Dr. Montet est arrivé à toucher les fonds du problème, la protection de la société. Il a dit sacré, et c'est ça que nous voulons. D'abord tout, la protection de la société, de la population. Donc face à des individus comme ça. Peu importe à trouver un moyen d'équité sociale entre l'emprisonnement et l'hôpital psychiatrique, mais un moyen social de pouvoir aborder mieux les sujets, et pas comme actuellement, il y a quand même une défaillance quelconque chez ici, on peut l'appeler, voilà, qui nous amène à... L'altération du discernement, ça on l'a vu avant, article 122.1, entraîne une atténuation de la responsabilité pénale. La peine est atténuée en théorie parce que souvent, bon, ils se disent on va le garder le plus longtemps possible parce que s'il a une altération du discernement, enfin il peut... Là encore, je trouve ça mais totalement... c'est une logique strictement arithmétique. En fait, si altération de la responsabilité, c'est pour faire simple, il est à moitié fou et responsable, et à moitié normal et responsable. Sauf que ce qui va changer au bout du compte dans la peine, c'est le quantum. Et en théorie, puisqu'on peut aussi lui donner en gros la même peine à l'arrivée, sans vraiment prendre en considération cette altération. Mais qu'est-ce qui est fait au-delà de la peine, au-delà du quantum de la peine, pour prendre en considération et en réinsertion son altération du discernement? Alors, ça peut se faire, voilà, ça peut se faire par des suivis. Après, on est dans le pénitentiaire. Il y a souvent d'ailleurs il y en a certains, par exemple, moi je pensais à un cas qui était un schizophrène notoire et dont on a décidé qu'il était responsable de ses actes, c'est Stéphane de la Brière. Moyennant quoi, il a repassé à l'acte sur un surveillant pénitentiaire. On peut propose une pause. Oh oui, le manger. C'est le manger, il me semble bien. Hein? Parfait. C'est fort intéressant. Impeccable. On mange et on voit à 14h. Quelqu'un reste là? Oui, si, moi je reste là avec Nora. Très bien, bon appétit. Bon appétit. Je suis là toute la journée. Grand plaisir. Non, mais bon, je trouve que les débats partent bien, là, c'est pour ça. Quand on reste sur un sujet, on va continuer sur ça, c'est très bien. Oui, donc c'est...